Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour à vous. J'ai suivi au sujet de la COP27 qui se tient encore en Égypte, une émission qui a été enregistrée par Madame la ministre du Congo chargée de l'environnement, Madame Arlette Nono-Soudan, en train de parler de l'exigence des pays africains à ce que l'Europe leur donne de l'argent pour pouvoir, les pays riches leur donnent de l'argent pour pouvoir entretenir les forêts et préserver le bassin du Congo qui est un poumon important de l'humanité. Je vais vous laisser l'écouter et j'ai été vraiment choqué, j'ai été outré par beaucoup de choses, mais je vous laisse d'abord l'écouter en première partie et puis je reviens vers vous. Merci. L'urgence climatique, oui, nous sommes humains, nous sommes en vie. On nous donne quoi pour maintenir ces équilibres écologiques aujourd'hui? Il nous faut manger, il nous faut nous développer. Avant de donner la parole à Laurence Carmel, ce que vous dites aujourd'hui aux Occidentaux, c'est donnez-nous de l'argent, donnez-nous les moyens de nous développer, de donner à manger à nos populations. Sinon, il faudra qu'on trouve nous-mêmes cet argent et donc on exploitera nos ressources naturelles. On dit aux Occidentaux ceci, nous sommes aujourd'hui le grenier de l'humanité. Nous sommes aujourd'hui la solution de l'humanité. Si le vivant ne veut pas disparaître, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en tout début, il nous faut avoir des ressources financières. Nous ne pouvons pas indéfiniment rendre un service écosystémique au reste de la planète, en d'autres termes un service écologique pour dire tout simplement les choses. Aujourd'hui, l'Afrique, les 54 États africains, c'est la solution. Aujourd'hui, le bassin du Congo, c'est le régulateur du climat mondial aujourd'hui. La première chose que vous constaterez, c'est justement cette mendicité assumée. C'est d'abord que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de ceci pour pouvoir préserver ce poumon mondial qui est important pour l'humanité. Il faut peut-être d'abord comprendre l'utilité de ces questions-là. Elles sont très importantes. Elles ont un énorme impact sur nos vies. Elles vont en avoir de plus en plus. Les questions de dérèglement climatique et les questions de nécessité de préserver la nature. Et le rôle que joue le bassin du Congo. D'abord, la première chose à noter, je n'ai pas l'habitude de faire l'opposition pour l'opposition. Je n'ai pas l'habitude de critiquer pour critiquer. J'ai même l'habitude de dire parfois que non, il y a certaines choses que ces gens-là font qui sont bien, mais lorsqu'on atteint un tel niveau de bassesse, un tel niveau de non-connaissance du sujet, alors que ça fait quand même des années qu'elle est ministre de l'écologie, c'est inquiétant. On est obligé d'intervenir pour éclairer le peuple congolais, pour échanger avec le peuple congolais qui comprenne un peu ces sujets-là, les enjeux et l'incompétence totale qui les gouverne. Alors, déjà, ce qu'elle dit n'est pas tout à fait correct. Hein, et c'est ce que nous rencontrons souvent dans les réunions internationales. Vous vous retrouvez avec des Africains à qui on a dit une fois, oui, mais vous êtes important pour nous, et se mettent à crier, on est les plus beaux, on est les plus importants, c'est sur nous que vous mangez, c'est sur nous que vous vivez, vous nous devez payer. Alors, ça devient difficile ensuite pour les autres de vous expliquer, mais non, c'est pas aussi important que ça. En fait, on a besoin de vous, c'est vrai, ce que vous donnez est important, mais ne montez pas trop. Comprenez d'abord le dossier, où est-ce qu'il est. Le bassin du Congo, c'est-à-dire la forêt, tout l'écosystème qu'il y a dans le bassin du Congo, toute la forêt équatoriale, ça inclut le Gabon, ça inclut la République centrafricaine, ça inclut la RDC, ça inclut le Cameroun, ça inclut donc toute cette partie humide forestière que nous avons en Afrique centrale, est un des poumons de la planète, on dit. Avec elle, il y a l'Amazonie et il y a d'autres zones forestières, il y a d'autres zones humides qui sont très importantes. Permet de capter tout le gaz carbonique qu'émet l'humanité à cause des industries que nous avons passées par là, mais aussi à cause de la vie. Nous dégageons du gaz carbonique en nous respirant. Plus nous avons des élevages de bœufs, particulièrement, ils produisent du gaz méthane et tous ces gaz, l'environnement ne peut pas tous les retenir. Nous avons besoin de ces systèmes-là qui permettent de les capter et en retour de donner l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Mais il ne faut pas oublier que le bassin du Congo représente dans cet écosystème, dans ce système en fait, 1/5 des zones qui peuvent capter sur Terre, qui peuvent capter ce CO2 qui est en excès et qui peuvent produire de l'oxygène. 1/5 sur Terre. Je précise sur Terre parce que en fait, la captation de ces mauvais gaz et la production d'oxygène sur les parties terrestres
ne représentent que 15% de la capacité de la planète à faire ce travail. Les 85 autres pourcents sont faits par les océans. Donc ce sont les océans d'abord qui sont très importants. Mais cette dame qui est en train de vous faire toute une chasse, toute une guerre pour vous expliquer que nous sommes très importants, nous rendons un service à l'humanité, nous sommes le poumon central, nous sommes c'est sur nous qu'il faut passer, sinon l'humanité va mourir. Mais ce n'est absolument pas ça. Ce n'est absolument pas ça. D'abord, c'est 1/5. Le reste, c'est l'Amazonie, le reste, c'est d'autres zones humides de la planète. Et ensuite, c'est 1/5 de 15%. Parce que tout le reste, ce sont les océans qui n'appartiennent à personne. Donc, connaître ces dossiers, comprendre ces dossiers et discuter des faits, c'est très important. Secondo, c'est cette demande d'argent qui, comme si nous n'en avions pas besoin. C'est comme si la préservation de la planète, en fait, c'est la question des riches et que nous devons demander de l'argent à les quémander pour pouvoir entretenir nos forêts, pour arrêter le braconnage, pour pouvoir entretenir nos eaux. Je dis arrêter le braconnage parce qu'on néglige souvent, c'est pas que la forêt qui est importante, mais la forêt vit parce qu'il y a des animaux à l'intérieur et ces animaux-là aussi ont un rôle dans la régénération de la forêt elle-même. Vous prenez les grands mammifères comme les éléphants ou comme les gorilles, ce sont des grands mammifères qui permettent, par leur déjection, parce qu'ils mangent des fruits, ils gardent des graines, et comme ils se déplacent dans de longues distances, ils permettent de rejeter par leur déjection ces graines qui vont être replantées. Donc ça permet à la forêt de continuer à marcher, de continuer à évoluer, de continuer à se replanter, parce qu'une graine qui va tomber à côté de l'arbre aura vraiment du mal à pousser, parce que l'arbre principal capte l'ensemble des ressources dont il a besoin pour vivre et il n'ira pas bien loin. Il est couvert par l'ombre, il y a beaucoup de raisons qui font que bon, ben, on ne peut pas avoir 10 arbres sur une surface de 10, 20, 50 mètres carrés, c'est impossible. Mais c'est grâce à ces animaux-là, à ces grands mammifères qui sont capables d'avaler des noyaux, qui les transportent ensuite. Donc, tout cet écosystème-là est très important à préserver. C'est important pour nous, ce sont des productions de richesses quand ils sont bien traités, mais c'est aussi important pour l'ensemble de l'humanité parce que l'humanité en a besoin. Mais cette manière d'aller réclamer de l'argent, d'aller pleurer sans même avoir compris le dossier, parce qu'en fait, l'idée même que ce soit les Occidentaux qui puissent aider à préserver la forêt, c'est une idée acquise. Hein, c'est une idée acquise, il faut juste savoir à hauteur de combien doit-on verser, et ainsi de suite. C'est pas si magique que ça. Mais sa manière de pleurer, de dire que nous avons faim, mais en fait, et il y a le journaliste qui la reprend justement à ce sujet. Je vous laisse suivre la réponse de l'autre invité de l'émission et vous verrez à quel point son discours est ridicule et nous ramène encore aux questions politiques proprement congolaises. Laurence Caramel. Mais, je suis un peu étonnée par ce discours de victimisation. Le Congo est un pays qui est riche, il a des ressources pétrolières et pendant les dernières décennies, il a exploité ses ressources, mais il n'a pas utilisé les revenus issus de ces ressources pour développer son pays. Les indicateurs sociaux du Congo restent extrêmement faible et on ne peut pas mettre ça sur le dos du changement climatique ou de la mauvaise volonté des bailleurs internationaux. Vous avez quand même une responsabilité dans la situation de votre pays. Comme vous venez de le voir, ben, c'est encore une fois l'échec du système, c'est une question qui rend le discours congolais inaudible. On la ramène encore à l'argent que nous avons eu pour développer notre pays, on la ramène encore à toutes nos capacités financières que nous n'avons rien fait. Et ce n'est pas le peu qu'on va donner pour l'entretien des forêts qui va développer le Congo. Nous avons besoin de manger, dit-elle. Nous avons besoin de vivre, dit-elle. Mais enfin, ce que l'on donne, c'est pour entretenir les forêts. Et dans le cas du Congo, et même finalement de tous les pays du bassin du Congo, qu'il s'agisse de la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse du Congo-Brazzaville, qu'il s'agisse du Cameroun ou de la République centrafricaine, on pourrait descendre jusqu'en Angola. Ce ne sont pas les mannes financières qui ont manqué. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus développés et que on a besoin aujourd'hui de nous attaquer à la forêt, de la tuer et d'en faire une menace à l'humanité, une menace au monde. Non. Les questions écologiques sont vraiment très importantes. Parfois, elles ont l'air rébarbatives quand on en parle. Les Congolais, les Africains trouvent que bon, ce sont des questions des autres. Non, ce sont des questions qui pèsent énormément dans notre vie. Vous voyez les inondations que nous avons en ce moment
au niveau du Congo-Brazzaville. Pointe-Noire complètement inondée, Brazzaville n'est pas très loin, mais ce qui se passe encore à l'intérieur du pays est terrible. Il y a 2 ou 3 ans, on se rappelle encore de ce qui s'est passé au niveau de la Likwala, où les inondations ont causé d'énormes dégâts, mais ça ne commence pas par nous. Au moins, là, voilà au moins un problème pour lequel nous ne sommes pas responsables. C'est pas une question de mauvaise gouvernance qui fait que nous sommes dans un véritable drame écologique en ce moment en Afrique. Parce que l'Afrique est la plus impactée de ces questions-là. Il faut savoir que 7 des 10 pays les plus impactés par le changement climatique se trouvent en Afrique. Ce ne sont pas des questions des Européens. Ça, ce sont des études du GIEC, du groupe international sur le climat, qui nous disent que 7 des 10 pays qui sont impactés par les questions climatiques se trouvent en Afrique. Ces inondations-là sont dues de notre côté à un surplus d'eau, et ce surplus d'eau n'est pas un hasard. Vous savez que notre bassin du Congo, la plupart, l'eau vient principalement de l'est du continent, du côté du Kilimandjaro, du Rwenzori, de toutes ces grandes montagnes. Quand vous voyez les montagnes tout au-dessus, le Kilimandjaro par exemple, il y a de la neige au-dessus, tout comme le Rwenzori. Et ben, ces neiges-là servent en quelque sorte de château d'eau qui garde l'eau, et lorsqu'il fait un peu chaud, la glace fond et ça ruisselle et ça coule dans des lacs. C'est pour ça que là-bas ça s'appelle les pays des grands lacs. Ça coule dans des lacs, les lacs débordent et ça envoie leur eau dans les fleuves, les rivières, et les rivières forment les fleuves, et c'est tout ça qui forme le fleuve Congo. Parfois c'est en surface, parfois c'est souterrain, mais c'est tout ce système de château d'eau qui coule. Ben, il faut savoir que les premières études ont été faites au début du XXe siècle, 1910-1915. Le Kilimandjaro a perdu 85% de sa réserve d'eau parce que la planète est trop chaude. Et toute cette eau-là, elle va où? Ben, elle s'écoule, elle remplit les eaux, elle remplit le fleuve, elle remplit toutes les nappes phréatiques, et ben, finalement, ça finit par déborder et provoquer des inondations. Et lorsque ces inondations se provoquent, ce n'est pas simplement parce que ça nous empêche de circuler pour aller au marché ou pour aller au travail, ce n'est pas seulement parce que certaines maisons de certains quartiers sont mises en danger, mais les inondations ont des conséquences extrêmement graves. Elles font à ce que les rivières puissent se mélanger. Celles qui avaient la bilharziose, des maladies, il y a des maladies qui sont dans les rivières qu'on appelle par exemple la bilharziose, qui est une maladie assez grave qui empêche l'exploitation de nombreuses rivières qu'on ne peut pas utiliser pour l'agriculture, mais elles finissent par se mélanger avec celles qui n'en avaient pas. Toutes les eaux se contaminent. En ville, c'est la même chose. L'eau que vous voyez inondée, ça inonde les cimetières, ça inonde des toilettes indigènes que nous avons où il y avait des trous, et toutes ces eaux se mélangent un peu partout et nous pataugeons dessus. Et c'est très dangereux pour la santé, ça transmet des maladies. Donc, ce sont des questions qui nous touchent. Nous, au niveau de l'Afrique centrale, nous subissons les questions d'inondation. En Afrique de l'Ouest, il y a aussi des inondations, mais aussi une sécheresse qui est toujours due à la même raison. La sécheresse devient de plus en plus grande, les populations commencent à circuler un peu plus grandement. Les 20 ou 30 dernières années, vous constaterez que l'immigration que nous avons de l'Afrique de l'Ouest devient de plus en plus importante parce que les zones d'agriculture s'assèchent là-bas, la misère devient de plus en plus grande. C'est aussi cette même misère qui est due au réchauffement climatique qui est la cause principale des bandes armées qui sévissent aujourd'hui en Afrique, parce que manque de boulot, on est facilement manque de boulot parce que la plupart sont des agriculteurs. D'ailleurs, ils ne peuvent plus cultiver simplement parce qu'il y a la sécheresse. Et ben, ils sont facilement attirés par des discours où on leur dit « Prends une Kalachnikov, allons, on va attaquer des villes, on va attaquer des villages et prendre les choses dont vous avez toujours rêvé. Vous allez avoir de l'argent pour aller vous acheter des baskets Nike, des téléphones iPhone. » Ou même c'est atteint maintenant, c'est le côté religieux. On vous dit, grâce à nous, nous sommes Boko Haram, nous sommes je ne sais pas quel autre groupe armé, nous sommes au-dessus de la consommation qu'on essaie de nous imposer. Rentrez dans notre groupe, on va prier Allah, on va ramener le monde au niveau primaire parce que nous n'arrivons pas à accéder au niveau de la consommation dans laquelle toute la propagande de communication des médias, de la télévision, des réseaux sociaux est en train de nous imposer un certain type de vie, mais que nous n'avons pas les moyens de payer, allons-y. C'est tout ça qui est à l'origine lointaine des guerres, parce que toutes ces guerres commencent en fait dans les années 70, tout ce dérèglement climatique, les guerres c'est les années 90 peut-être, qui ont déstabilisé l'ensemble de l'Afrique, mais c'est à partir des années 70 que les premières sécheresses sont constatées au niveau du Sahel, je parle vraiment de la zone africaine, et se déclenchent
ce genre de mouvement de population. Les gens arrivent de plus en plus nombreux en ville, il n'y a pas de boulot, le banditisme augmente, la prostitution augmente, parce que ceux qui vont chercher le boulot loin, en général, ce sont des hommes qui laissent des femmes avec 1 ou 2 enfants dans des villages. Ces femmes ne peuvent plus s'en occuper, ils restent avec des vieux qui ne peuvent plus s'en occuper, elles se retrouvent en ville et on sent une grande augmentation de la prostitution. Vous avez constaté le phénomène des enfants de la rue, un phénomène qui s'est extrêmement répandu en Afrique, qui n'existait pas il y a 20-30 ans, qu'on appelle en RDC par exemple des chégués, des tas d'enfants qui sont abandonnés à cause de la misère, parce que les mamans sont sans père, les pères sont allés chercher la vie ailleurs, souvent ailleurs en Afrique même, ils ont migré, les mamans se retrouvent sans aucune solution, les enfants sont abandonnés, vivent dans les marchés, aspirent de la colle, voilà, il y en a beaucoup en Afrique, il y a très peu de pays qui sont aujourd'hui épargnés de ce phénomène d'enfants de la rue, mais c'est un phénomène qui a commencé à se développer dans les années 70-80 à cause de la sécheresse, à cause des questions du dérèglement climatique. Donc ce sont des questions qui ont un impact sérieux sur l'Afrique, alors qu'elles ne sont pas principalement causées par l'Afrique, puisque c'est l'industrialisation des autres qui cause ces problèmes-là, mais nous sommes les moins bien outillés pour pouvoir répondre, pouvoir donner des solutions efficaces aux questions que ça va poser. Donc c'est pour ça que l'Afrique est très fragile, c'est pour ça que l'Afrique est amenée à se battre pour pouvoir donner les réponses adéquates à cette question-là. C'est pour ça que l'Afrique doit solliciter le soutien, pourquoi pas, l'accompagnement des pays riches, des pays pollueurs, pour qu'on puisse aider à maintenir les équilibres, à faire face à la différence, à ce dérèglement climatique auquel notre continent, malheureusement trop pauvre, avec d'autres priorités urgentes, ne peut pas faire face. Mais malheureusement, cette priorité-là nous rattrapera. Si on ne veut pas s'en occuper aujourd'hui, elle s'occupera de nous demain, parce que le climat changeant, ce sont les saisons qui changent, c'est la production agricole qui devient mauvaise, ce sont les saisons des pluies qui deviennent trop longues, d'autre part, ce sont les saisons sèches qui deviennent trop longues, c'est l'agriculture et l'alimentation locale qui est menacée, c'est l'emploi qui est menacé, c'est la société qui est menacée, comme je viens de le démontrer. Il y a des phénomènes indirects qui sont rattachés à ces dérèglements climatiques. Mais nous n'arriverons pas, je crois, à stabiliser quoi que ce soit avec ce genre de ministre. Je vous laisserai écouter ce qu'elle dit avec insistance. Nous sommes humains, nous sommes en vie. On nous donne quoi pour maintenir ces équilibres écologiques aujourd'hui? Il nous faut manger. Nous avons faim, nous avons besoin de manger. Donnez-nous cet argent pour manger. Mais enfin, le but de ce que nous demandons comme soutien, que nous devons demander, ce que j'encourage, ce que je ne réfute pas, ce n'est pas pour mettre de la nourriture dans l'assiette, mais c'est pour pouvoir résister au changement climatique. Une véritable planification à faire. Celle du Congo, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport au changement climatique, par rapport à la préservation de la biodiversité, par rapport au maintien de notre biosphère, qui est nécessaire effectivement à toute l'humanité. Pour 1/5 en ce qui concerne les terres, je le rappelle, et non une suffisance totale, et que sans nous, le monde est mort, et que nous rendons un service aux autres, ils devraient être payés pour ce service-là. Nous en avons besoin comme tout le monde. Nous pouvons même en faire un véritable business, c'est-à-dire que créer des investissements sur la protection de la nature qui vont nous rapporter à nous-mêmes, qui vont créer de l'emploi chez nous, qui vont créer de la valeur ajoutée. C'est de ça qu'il faudrait que l'on discute, et non des questions terre à terre, de donner de l'argent pour manger, pour combler ceci, cela, et être bloqué comme ça par ce régime qui finalement est critiqué de partout, empêche le Congo d'avancer et d'évoluer. Chers compatriotes, il faudrait que nous puissions prendre conscience que c'est à nous de mettre fin à ce système des choses, et je vous invite encore une fois à réfléchir par tous les moyens nécessaires pour pouvoir débrancher le régime Denis Sassou Nguesso. C'est notre seule sortie. Je vous ai invité à la grève de l'impôt, on continue à y travailler, on continue à y réfléchir, essayons de regarder tous les voies et moyens, mais lorsque l'appel sera donné, au moment venu, au moment opportun, que personne ne manque à l'appel, parce qu'ils ne répondront pas aux problèmes qui se posent à nous, parce qu'ils sont là
pour s'enrichir, pour se mettre plein les poches. Ils finissent par nous faire honte dans les conférences internationales parce qu'ils ne nous donneront pas de retour. Prenons le courage d'un peuple qui veut prendre son destin en main et changeons les choses dans le bon sens. Je serai là, je suis là avec vous, je vous accompagnerai, je suis là en première ligne s'il le faut. Merci beaucoup et à très bientôt.